On m'entend? Oui. On va reprendre le cours de la matinée. Après le master de conservation préventive, on va parler de la formation des techniciennes de conservation préventive avec la présentation du certificat de spécialisation entretien des collections du patrimoine par Nathalie Sylvie et Françoise Lagénie, qui sont respectivement responsables de ces deux formations et restauratrices. Ensuite, on aura 2 présentations de stages de fin d'études d'étudiantes de ces formations. Et puis, on passera à l'actualité de la conservation préventive avec l'actualité du département de la conservation préventive du C2RMF pour conclure cette première matinée. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet accueil au sein des Archives nationales. Merci à Prévu de nous avoir conviés à cette présentation, toutes les deux, Nathalie Sylvie et moi-même. Chacune étant donc professeure, enseignante, restauratrice, bien sûr professionnelle, mais aussi enseignante depuis très longtemps. Vous allez le voir, chacune dans son lycée professionnel. Donc, lycée Tolbiac pour Nathalie Sylvie et moi, lycée La Source à Nogent-sur-Marne. Et donc, on va essayer de vous présenter. Donc merci aussi bien sûr au C2RMF aussi pour tout l'accompagnement et on avait essayé d'être assez clair et rapide sur la formation qui est une formation qui est très peu visible finalement, qui existe depuis vous allez voir plusieurs années mais qui manque de visibilité officiellement en tout cas et on vous remercie pour aujourd'hui. Vous avez la présentation donc du diplôme des techniciens de conservation préventive qui se prépare donc avec le certificat de spécialisation entretien des collections du patrimoine, mais qui était auparavant la mention complémentaire entretien des collections du patrimoine. Le nom a changé cette année. Il s'agit donc, vous avez ici tout la qualification demandée et la description des compétences. À noter quand même que nous avons ici dans le code ROM écrit tapisserie, décoration en ameublement, ce qui quand même peut surprendre puisque c'est un diplôme de conservation préventive et donc sur tous les techniques, les matériaux et donc pas seulement évidemment sur les collections de tapisserie bien entendu. Donc vous voyez il y a des petites choses à recadrer aussi au niveau officiel pour ce diplôme. Ici, donc, il est donc bien noté avec un référentiel au niveau du répertoire des métiers. Voilà. D'un point de vue historique, en fait, il faut remonter un petit peu en arrière parce que la mention complémentaire est issue d'une première formation qui s'appelait la FCIL pour formation complémentaire d'initiative locale, qui a été créée en 1999 au sein du lycée Tolbiac grâce à Claude Larocque qui a donc initié le programme. Cette formation a duré une petite dizaine d'années et était consacrée uniquement aux collections qu'on pouvait, aux fonds et collections qu'on pouvait trouver dans les archives et les bibliothèques et traitait de la masse. Et après une petite dizaine d'années, on a vu que ça fonctionnait plutôt bien, qu'on avait des candidats et surtout qu'on avait une plutôt bonne insertion professionnelle. Donc il a été décidé de pérenniser cette formation qui était alors juste qualifiante par une formation qui deviendrait diplômante, ce qui pouvait faciliter aussi les candidats à passer des concours. Et après une année de travail avec le rectorat pour construire le référentiel auquel Claude et moi-même avons participé, la première promotion a ouvert en 2008 au lycée Tolbiac, puis en 2009 au lycée Nogent, au lycée La Source de Nogent. On peut accueillir, alors à Tolbiac, on peut accueillir 15 élèves et au lycée La Source, il y a une capacité de 12 élèves. Et puis la nouveauté, c'est qu'en 2021, suite aux réformes diverses dans les lycées pro, on a intégré au sein de nos formations, aussi bien que ce soit à Tolbiac qu'à Nogent, des personnes en reconversion professionnelle qui venaient du GRETA. Donc pour Paris, parce qu'on dépend de l'Académie de Paris, c'est le GRETA CDMA, donc le GRETA des métiers d'art. Et pour Nogent, qui dépendent de l'Académie de Créteil, c'est le GRETA.
Donc, on a cette capacité d'accueil. Et si au début, on était un petit peu frileux, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une très bonne synergie entre nos élèves en initiale, hein, qui sont des gens qui peuvent être âgés entre 20 et 25 ans, et ces personnes-là qui sont donc plus âgées, hein, qui peuvent être 40, 50 ans, et que finalement, il y avait une très bonne entente entre ces différents profils, et que les uns pouvaient donner aux autres, et qu'il y avait un très bon échange. Et quelles sont les compétences qui sont visées par... Alors, c'est très dur à dire, je trouve, le CSECP. Avant, c'était beaucoup plus facile, hein, l'AMC, tout le monde parlait de l'AMC. Maintenant, dire le CS... ça fait un peu bizarre, mais enfin, bon, voilà. C'est vraiment des compétences. Ce matin, j'entendais les très excellentes les présentations des élèves de master en conservation préventive. Nous, on est vraiment sur la pratique. Et je veux insister parce que c'est peut-être là où on nous a souvent... moi, j'ai beaucoup de collègues restaurateurs, hein, qui nous ont souvent critiqués, qui nous ont souvent dit, mais... attention à ce que vous allez enseigner à vos élèves, qu'on ne vienne pas nous prendre notre travail. Donc, c'est vrai qu'on est dans du très pratique, mais pour être dans du très pratique, il faut aussi passer par une connaissance théorique. Et dans ce très pratique, on va vraiment former nos élèves à 2 tâches principales qui vont être le dépoussiérage, surtout quand on est dans de la masse, et le conditionnement, encore plus quand on est dans de la masse. Mais vous voyez qu'on a mis du récollement parce que nos élèves peuvent être amenés à participer à du récollement. Ils vont pas faire, ils vont pas créer des outils de récollement, ils vont pas rédiger des rapports et ça, ou des constats. Et ça, je vais être très claire parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un appel d'offres où on demandait à ce que les techniciens de conservation fassent des constats et donnent un prix de constat. Alors moi, la première, j'ai été choquée de voir ça parce que pour moi, le technicien de préservation, il peut aider avec un restaurateur, avec un régisseur, pour le constat d'état. Il connaît le vocabulaire et pour nous, c'est très important qu'il connaisse ce vocabulaire-là, qu'il sache de quoi il parle quand un restaurateur va lui parler de déchirure, de perte, de froissure, etc. Mais ce n'est pas le technicien qui va rédiger, qui va signer un contrat. Légalement, le technicien ne peut pas faire ça. Mais par contre, il faut qu'il connaisse le fondamental. Et il va participer dans le cadre de chantiers de collection à des veilles sanitaires. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez trouver le référentiel de ce diplôme. Et c'est un diplôme qui se fait sur 1 an avec des cours théoriques, des TP, comme toute formation, et des stages. Donc nous, on fait, aussi bien à nos gens que chez nous, on fait des TP au sein du lycée. On demande aux élèves en fait, d'apporter des objets, des documents, et on les fait travailler sur leurs objets, sur leurs documents. Comme ça, s'il y a un petit problème, c'est moins grave que s'ils travaillaient sur du vrai patrimoine. Donc, il y a une initiation au lycée sur tous les types de matériaux. Et je passe la main à Françoise. Et donc, dans les activités en fait proposées, bien sûr, on travaille aussi sur le conditionnement. Les différents. Donc là, c'est des exemples. Ils ont un sujet d'examen en fin d'année sur cette question, avec un objet. C'est une épreuve vraiment nationale, ponctuelle. Donc, ils ont le matériau de conservation mis à leur disposition. Ils ont un cahier des charges précis, rédigé, et ils doivent répondre à l'exigence en fait demandée pour l'examen. C'est un examen de 6 heures quand même. Et donc, ils doivent... voilà, ça, c'est quelques exemples de sujets, en fait, qu'il y avait eu déjà pour vous montrer un petit peu ce qui peut être réalisé dans les matériaux de conservation. Et là, c'est pour montrer un exemple de dépoussiérage textile, donc sur des collections qui sont... Alors, au lycée La Source, on a des collections de théâtre, puisqu'il s'est spécialisé, sinon pour les formations de costumiers, de théâtre, etc., au lycée La Source. Donc, on travaille sur les fonds des collections, par exemple, du lycée, pour se faire la main un petit peu, bien sûr, avant, sur les collections, avant d'aller en stage, après. Et
Et donc les partenariats ici qui sont un petit peu listés, il y en a énormément hein, d'année en année, depuis 17 ans, 18 ans. On a créé vraiment un réseau fidèle en fait hein, et de confiance. Ça c'est très important avec le terrain, puisque cette formation est basée vraiment beaucoup sur le terrain. Et ils ont 12 semaines dans l'année, hein, c'est sur un an, mais ils ont 2 fois 6 semaines de stage sur le terrain, de stage de formation encadré par les professionnels. Et donc, voici la liste un petit peu des institutions donc, dans le domaine des archives, bibliothèques, maisons haute couture, les musées et d'autres, et les services archéologiques aussi, et muséums. Voilà. On va insister maintenant. Oui. D'ailleurs, service archéo. Et là, vous voyez un exemple de travaux pratiques que l'on mène depuis 2 ans. On va le refaire cette année au lycée Janson de Sailly, où ils ont une collection ancienne, en fait, dans leur filière SVT. Et donc, ils ont l'ancien labo et une bibliothèque avec des ouvrages anciens. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive avec tous nos élèves dans ce lycée, on se partage en groupe. Donc, il y a un groupe qui fait le 2D avec moi, sur les ouvrages dans la bibliothèque ancienne. Et il y a un groupe qui fait, avec Yveline Huguet, tout ce qui va être, entre guillemets, 3D, et qui, là, va travailler sur... Alors, il y a plein de choses différentes. Il y a des naturalia, il y a des petits squelettes, il y a des reproductions en plâtre, etc. Et donc, pendant 4 jours, on vient faire des TP de dépoussiérage, de nettoyage des étagères, de remise en place dans les étagères. Et les élèves font sur Excel un petit constat, mais très très simple, pour après pouvoir être transmis au lycée. Et alors c'est pas un vrai partenariat au sens juridique du terme, mais en tout cas pour le lycée, c'est aussi une façon de mettre en valeur ces collections. Et par ailleurs, on pourrait aller dans plein de lycées parisiens, parce qu'il y a plein de lycées parisiens où ils ont ce type de collection. Là, on était allé faire les élèves étaient allés faire un travail pareil à la Cité de la Céramique, de dépoussiérage de porcelaine ou d'éléments en plâtre. Ici, on était allé à l'Opéra, donc sous l'égide de la BNF, où les élèves avaient travaillé sur des bijoux, alors c'est du toc, hein, c'était du bijou pour les spectacles, mais avec donc tout un travail pareil de dépoussiérage et ensuite de conditionnement. Alors, on voit là un petit peu que voilà, en plus de ces travaux pratiques, et je pense que tu fais la même chose, on fait tous les ans un chantier école de 5 jours, où là, on va vraiment être dans une sorte de mini chantier de collection, avec finalement un protocole qui va suivre de la prise de vue jusqu'au conditionnement et la remise en place. Et on est accueillis donc dans différentes institutions, et je laisse la place à... Et donc là, on fait vraiment toute la chaîne un peu opératoire. Ça leur permet vraiment de se rendre compte aussi très très bien, un peu des réflexions aussi. On échange beaucoup avec le lieu d'accueil aussi qui nous accueille et qui gentiment nous consacre une salle en fait, déterminée, bien précise pour ce temps. Ça peut être 1 semaine, ça peut être 2 semaines. C'est dans le cadre des cours en même temps. Et donc, on est sur le terrain. Donc là, vous avez des exemples. Ici, c'était votre lycée, c'était chez Hermès. Après, donc, ici, pour d'autres types de collections vraiment très très variées, on essaye de varier un petit peu aussi, bien sûr, très spécifiques. Vous voyez ici, je te laisse faire. Ici, donc, au Mobilier National, avec différentes interventions. Les cadres au musée d'Orsay, le dépoussiérage, c'était le gros chantier qui avait eu lieu l'année dernière, enfin en 2024. Et ici, c'était donc sur la collection de jouets dans les réserves à Saint-Denis, les réserves du MAD. On avait travaillé longuement sur le reconditionnement, en fait, pour réoptimaliser le stockage des jouets donc, dans les réserves.
Et il y avait eu la création, en fait, vraiment sur mesure à chaque fois, hein, des réaménagements de conditionnement. Et ici, c'était donc l'année dernière au service historique de la Défense, sur les cartes de la Datique, les cartes anciennes géographiques, où il y avait eu toute une séance de dépoussiérage sur 2 semaines. Assez énorme, et de reconditionnement. Donc j'ai essayé de vous montrer un peu des détails avant, après reconditionnement. Et c'était assez c'est très très intéressant de voir de très très près pour les élèves les documents originaux. Hein, voilà, c'est ça qui était très fort pour eux. Voilà. Alors on a fait évoluer un petit peu notre enseignement. Parce que déjà, on a des candidats qui sont... alors, si au départ, en fait, c'était vraiment prévu avec la FCIL et puis même la mention complémentaire, ça visait vraiment l'insertion de jeunes qui pouvaient être moins qualifiés que d'autres, hein, qui c'est pas des gens qui sortaient de licence, de master, ou ça pouvait même être des élèves en difficulté. On a vu une petite évolution parce qu'on a vu arriver aussi parmi nos candidats des gens qui avaient le bac, qui avaient un BMA, qui avaient un DNMAD, des gens qui avaient une licence, on a même des gens qui avaient un master. Donc on a bien été obligé aussi un petit peu de revoir finalement notre fonctionnement. Et puis parallèlement à ça, c'est aussi par rapport à la demande des professionnels, des gens qui sont dans les chantiers de collection et qui demandaient des compétences que nos élèves n'avaient pas ou n'avaient pas encore. Donc on s'adapte aussi aux demandes, tout en étant, et c'est là peut-être la complexité, tout en étant très vigilant pour ne pas venir empiéter sur le domaine des régisseurs et pour ne pas venir empiéter sur le domaine des restaurateurs. Donc tous les ans, on doit vraiment faire cet effort de vigilance pour que les techniciens de préservation restent des techniciens de préservation avec ce côté très technique et leur savoir-faire en technique. Parce que quand on a quelqu'un qui vient du textile ou quand on a quelqu'un qui vient de la reliure et qui sait très bien manipuler le carton, qui sait très bien faire des étuis, des cartonnages, des boîtes, moi je sais faire, mais peut-être que je vais passer beaucoup plus de temps, alors qu'eux ont vraiment cette compétence, cette aptitude, il faut exploiter ce domaine-là. Donc notre vigilance, il est aussi de dire à quel moment vous vous arrêtez, à quel moment votre intervention, elle n'est plus de votre sort, mais elle va passer à celui de restaurateur ou à celui de régisseur. Et ça, on est très très vigilante pour essayer de maintenir ce cap-là. Et pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, on a même du coup des élèves qui continuent, en fait, hein, qui ont eu le diplôme, mais qui continuent, qui tentent le concours de l'INP, par exemple, hein, ou de Paris 1, et qui sont rentrés, qui maintenant sont devenus, après un master. Donc voilà, c'est aussi pour lancer vers une poursuite d'études aussi, et voilà, qui sont devenus maintenant restaurateurs. Voilà. Et vous voyez que là, on vous a mis marché public. Alors pourquoi ? Parce que malheureusement, on est dans un système comme ça en France où c'est le système des appels d'offres, c'est le système des marchés publics, et nos élèves sont intégrés à des équipes. Vous-même, vous prenez certains de nos élèves et vous savez ce que c'est. Hein, vous prenez quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un DC1, une DC2, comment remplir des documents. Donc pour aussi faciliter votre travail en tant que prestataire qui allait embaucher des techniciens de préservation, on insiste aussi maintenant sur ces compétences-là. Donc, ils ont des TD sur comment répondre à un appel d'offres, quels sont les documents administratifs à remplir, parce que même nous encore, parfois, c'est pas évident. Donc, ils ont cette initiation-là. Qu'est-ce qu'un devis ? Qu'est-ce qu'une facture ? Même si maintenant il y a de la dématérialisation, mais voilà, on a introduit aussi ces aspects-là, et on a introduit tout récemment, et toi je pense que tu le fais aussi, le traitement des images, parce que quand ils sont sur des chantiers de collection où on va leur demander de renommer des images, de traiter des images, et qu'il faut aller quand même assez vite, c'est pas mal de savoir comment est-ce qu'on va procéder. Et puis, le fait d'avoir des élèves en reconversion professionnelle, c'est vraiment... Alors, au début, on était assez frileux, hein, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner, parce qu'on a quand même des gens qui ont 23, 24 ans, aux côtés de gens qui en ont 50, voire 58. Mais chacun a sa propre histoire, son vécu, son métier antérieur. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un véritable échange entre ces personnes-là qui apportent leur savoir-faire, leurs compétences,
et nos élèves en initiale qui ont aussi leurs compétences. Donc il y a un vrai dialogue, il y a de vrais échanges qui se sont créés et qu'on exploite aussi dans la formation. Et donc, grâce à toute cette implication de chacun et de l'accueil auprès des professionnels, puisqu'il y a de l'embauche dans ce diplôme, dans ce métier, voilà, ça nous permet d'avoir une formation assez complète finalement en un an, assez intense aussi. Voilà. Voilà, et reconnu. Donc là, c'est juste. Donc là, c'est pour. Alors, ça concerne le lycée Tolbiac. C'est juste pour vous donner une petite idée un petit peu de l'insertion professionnelle. Ce matin, Élodie parlait de l'insertion professionnelle au niveau des élèves de master en conservation préventive. Nous, on a quand même une très bonne insertion professionnelle. Alors, je ne vous cache pas que les temps sont durs pour tout le monde, mais on a quand même, pour ceux qui souhaitent poursuivre en tout cas dans cette voie de technicien, parce qu'on a des élèves aussi, comme le disait Françoise, qui vont essayer de rentrer à l'INP. On a des élèves qui vont se diriger vers la régie. On a des élèves qui vont retourner vers leur appétence d'origine, par exemple la reliure ou le textile. Mais vous voyez qu'on a quand même une très bonne insertion professionnelle. Voilà, tous nos partenaires. On vous remercie beaucoup de votre attention. Nous allons écouter maintenant Manon Gerhardt, diplômée du lycée Tolbiac, sur son stage de fin d'études au musée des arts décoratifs. Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour que je vous présente donc mon stage de fin d'année que j'ai réalisé au musée des arts décoratifs. Pardon, excusez-moi. Donc c'est un stage que j'ai réalisé en 6 semaines au musée des arts décoratifs avec 2 autres de mes camarades de promotion, Renan Savidan et Juliette Lejeune, mais j'ai principalement été acceptée en binôme avec Renan auprès de Cécile Huguet-Broquet, restauratrice en art graphique. Mais on a été amené à beaucoup travailler à 3 pour réaliser plus de missions conséquentes. Et l'occasion de ce stage dans ce musée était de pouvoir travailler sur une variété de collections qui étaient très grandes et donc de pouvoir travailler, observer comment et quand s'appliquait le métier de technicien de conservation préventive, et de voir concrètement comment les connaissances acquises au fur et à mesure de l'année s'appliquent dans une structure comme ici dans un musée. Donc nous avons réalisé beaucoup de missions assez conséquentes, mais par souci de temps, je ne vous en présenterai que 3. Et pour moi, les missions que je vais vous présenter regroupent 3 aspects qu'on retrouve beaucoup dans l'application de notre travail. Il y a un côté alors très rare que j'ai eu la chance de voir, qui était de pouvoir suivre de A à Z le traitement d'un fonds d'archives. Voilà, on était aux côtés d'archivistes, de restaurateurs, de magasiniers, parce que d'une manière générale, on va intervenir beaucoup plus sur des opérations très localisées. Et ici, on a pu suivre tout du long le chantier. Ensuite, un aspect beaucoup plus pratique, travailler dans une contrainte de temps, de matériaux, et ensuite l'aspect manutention qu'on est beaucoup amené à faire. Je vais commencer donc par vous présenter ce fonds de la maison Keller Frères que nous avons donc trouvé à la bibliothèque du MAD. Il s'agissait donc d'un fonds de dessin préparatoire pour de l'orfèvrerie. Et ici, le besoin était de réaliser des tableurs, donc des outils de suivi, autant pour les chercheurs que pour les équipes de la documentation. Et donc, c'est en travail au coude à coude que nous avons travaillé avec donc notre tutrice qui est restauratrice et Karine Baumel, qui était archiviste à la bibliothèque, ainsi que tous les magasiniers de la bibliothèque, que nous avons donc réalisé 3 tableurs afin de
de pouvoir situer l'état de ce fonds qui, comme vous pouvez le constater, était en très mauvais état. Il s'agissait de 9 très grands portfolios d'à peu près 1 mètre par 80 cm et tous très très remplis et ils étaient tous rangés sur la tranche et non à plat, ce qui a provoqué un glissement et donc des fortes altérations au bas de tous les documents. Donc après ces constats d'état que nous avons réalisés, on a pu voir donc avec les équipes comme je vous les ai citées pour organiser un chantier de dépoussiérage et de reconditionnement que nous avons pu réaliser aussi donc sur la fin de notre période de stage. Donc voilà, on avait la satisfaction de pouvoir avoir réalisé jusqu'au bout ce chantier qui était très très intéressant. Donc voilà par exemple le tableur de suivi que nous avons utilisé pendant le chantier afin de recenser le nombre de documents à l'intérieur. Ensuite, nous avons réalisé un chantier de reconditionnement de sculptures en plâtre dans les réserves du MAD à Saint-Denis. Ici, donc, des sculptures de Giacometti. Le besoin était donc de reconditionner toutes ces sculptures qui étaient seulement dans des caisses de transport avec voilà, seulement des boudins de papier de soie et du papier de soie qui les recouvrait. Et vous pouvez le voir, ça se voit, c'est très friable, très, très fragile, donc pas du tout adéquate pour leur conservation. Le besoin, en plus de ça, était de garder ces boîtes de transport afin de les garder comme boîtes de transport, mais aussi en boîte pour des conditionnements à plus long terme. On a donc dû travailler avec assez peu de matériel parce qu'il y avait plusieurs petits chantiers en cours à ce moment-là. Donc évidemment, il faut gérer les stocks qu'on a à disposition. Et nous avons donc réalisé des aménagements dans les boîtes, plusieurs plateaux de manipulation. Et nous avons réussi à optimiser le conditionnement au sein de ces boîtes pour stocker plus de sculptures que prévu, tout en respectant évidemment le poids et la manipulation encore aisée de ces boîtes. Voilà, parce qu'on veut pouvoir les sortir facilement. Donc voilà d'autres exemples de ce que nous avons pu réaliser. Nous avons pu traiter une vingtaine d'objets en l'espace de 3 jours. Et comme nous avons pu décaler d'autres petits chantiers. On a pu revenir pour 2 jours ensuite et traiter 5 à 10 œuvres supplémentaires. Donc voilà, et je remercie du coup les équipes de la régie des réserves qui nous ont très fortement épaulés et aidés sur ce chantier. À la suite de ça, nous avons réalisé un autre chantier qui ici était un décadrage d'estampes au musée Camondo, qui est donc une annexe du MAD. Comme l'a dit ma camarade tout à l'heure, le musée est en travaux depuis 2024. Et c'est donc à cette occasion que plusieurs petits chantiers de dépoussiérage et de restauration s'organisent. Et donc notre tutrice avait besoin d'aide pour décadrer de nombreuses estampes qui avaient besoin d'avoir de nouveaux cartons de fond pour leur cadre. Parce qu'ils étaient maintenant très vieux. Et donc nous sommes venus en équipe de 4 stagiaires pour l'aider à ce moment-là, encadré de plus par Benoît Jeune, qui était restaurateur mobilier au MAD et qui donc nous a appris et le vocabulaire et un peu quelle était cette typologie qu'on connaissait assez peu. Et donc là, en l'espace de 2 jours, nous avons pu traiter une 60aine d'estampes et donc être très efficaces. Et voilà. Et donc là, assister, comme je vous le disais, à l'aspect plus maintenance de notre métier. Je pourrais donc en conclure qu'il y a 2 compétences principales qui ressortent de ce stage et donc de la façon dont notre métier s'applique. Ici, on a pu
acquérir et valider des compétences techniques, hein, comme on le disait juste avant. Ici, par exemple, les constats d'état sont quelque chose qu'on a beaucoup pratiqué et qu'on sera amené à faire, évidemment toujours en collaboration avec le reste des équipes, notamment parce que ici, dans ce cas très précis, la bibliothèque avait déjà, par exemple, un vocabulaire bien à lui. Donc, comment se réapproprier les notions qui sont déjà définies et donc ainsi créer des outils de suivi et ensuite confirmer nos compétences en conditionnement sur mesure, mais aussi des compétences humaines et professionnelles, c'est-à-dire acquérir de l'autonomie et la prise d'initiative. Voilà, ça en résulte à une prise d'assurance dans les compétences acquises, dans le travail d'équipe, dans la gestion d'imprévus et notamment la rencontre avec ce genre de structure comme un musée. Donc je terminerai en vous disant que cette expérience a été très enrichissante pour ma part, comme je vous le disais, d'avoir pu travailler sur une aussi grande variété de collections. C'était une chance pour voir très concrètement comment le métier s'applique et aussi auprès d'autant de personnels très accueillants qui nous ont beaucoup aidés pendant ce stage. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et je remercie mes camarades du stage. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et maintenant, Marine Alouveau de Montréal, diplômée du CSECP, pardon. Voilà. Mention complémentaire était plus simple, c'est vrai, du lycée La Source à Nogent. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter mon stage que j'ai pu effectuer au Musée national de la Marine qui s'est effectué l'année dernière en fin d'études. Donc alors j'ai passé le plus clair de mon temps dans les réserves qui sont à Duny et pas au musée qui est au Palais de Chaillot. J'ai pu y passer juste 2 ou 3 jours durant mon stage. Donc voilà. Alors donc je reviens juste sur le fait que donc le musée de la Marine c'est ce qu'on appelle un musée en réseau. Donc il y a plusieurs musées de la Marine en France. Alors avant il y en avait une trentaine, maintenant il n'y en a plus que 5. Et les réserves donc sont sur Duny, au Bourget, à côté du musée de l'air et de l'espace. Alors donc au cours de mon stage, j'ai pu faire du dépoussiérage dans un premier temps. Alors d'abord sur un fonds de collection d'Anita Conti sur des négatifs en acétate de cellulose. Il fallait les reconditionner, mais d'abord le dépoussiérage. Alors ça a été une partie assez délicate parce que qui dit acétate de cellulose dit forcément port de pays. Pas le droit de les toucher à la main, forcément. Donc il a fallu donc les dépoussiérer en faisant attention à ce que la couche qui a la photo ne s'enlève pas de la couche du support, dont il y avait notamment des endroits qui n'étaient plus là. Il y avait beaucoup de lacunes. Et donc tous ces fonds, il a fallu les reconditionner. C'était soit conditionné dans des enveloppes qui dataient d'Anita Conti, soit conditionné dans des feuilles plastiques qui étaient acides, donc pas du tout propres à la conservation. Alors donc ensuite, le récollement décennal. Alors j'ai passé le plus clair de mon stage à faire du récollement décennal avec les vacataires qui ont été embauchés spécialement pour ça par le musée de la Marine, parce que notamment le musée était en retard à cause de la réouverture du Palais de Chaillot qui était en chantier et en rénovation. Et donc ils ont choisi d'embaucher des vacataires et j'ai été fortement demandée pour aider au récollement. Donc j'ai passé mes 3 semaines sur les 6 dans les réserves à récoller beaucoup d'objets. Donc à faire des constats d'état, à manipuler les collections et à regarder donc les facteurs de dégradation, les marquages s'il y en avait ou pas, si c'était à refaire, entre autres.
Donc là, par exemple, on a un exemple de facteur de dégradation qui s'est beaucoup vu sur les instruments scientifiques, qui sont des traces d'empreintes. Donc voilà ce qui arrive quand on ne prend pas de gants pour prendre les collections, notamment en métal. Donc d'autres objets que j'ai pu récoller. Alors sur la boussole à gauche, on peut voir qu'il y a beaucoup de lacunes de la partie graphique de la boussole. Là, c'est le domaine de la restauration. Donc nous, on avait juste à dire sur le constat d'état ce qui manquait et ce qui était donc à faire pour les restaurateurs. Alors ensuite, donc mes 2 ou 3 jours que j'ai pu passer au musée de la Marine sur place, donc à Chaillot, il y avait eu un dégât des eaux dans la vitrine des cires, qui était une vitrine toute neuve, qui est assez spécifique parce qu'elle a sa propre aération, donc qui coûte très cher. L'entreprise est basée en Italie. Et donc, ils se sont rendus compte que, en fait, au-dessus de la cabine des cires, il y a toutes les sanitaires des externes, donc les toilettes, les lavabos, les douches, les radiateurs, et qu'il y avait eu une fuite. Et donc, ça s'était répercuté sur et dans le cabinet des cires, donc des cires de figure de proue, qui sont quand même très, très vulnérables aux variations de température et d'humidité. Donc forcément, ça s'est vu parce qu'il y a eu donc les gouttelettes qui ont ruisselé tout au long de la vitre, et il y a eu une cire en tout cas qui a été touchée par ça, donc qui a filé très très vite à Duny pour voir l'étendue des dégâts en tout cas. Et donc, pour conclure, du coup, alors cette institution a été très riche pour moi en connaissances personnelles, professionnelles. Personnelles parce que sortant d'un master de recherche en histoire maritime, forcément, le musée de la Marine m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai pu là mettre en pratique mes connaissances personnelles et professionnelles que j'ai pu acquises durant cette formation. L'équipe a été très, très, très sympathique de m'accueillir. J'étais la première stagiaire d'un chargé de collection, donc lui aussi débutait dans ce cadre-là. J'ai été très intégrée à la vie quotidienne là-bas, donc participation aux réunions, j'ai participé sur toute une journée à un comité scientifique pour les acquisitions, qui regroupait donc tous les musées sous la tutelle du ministère de la Défense, donc le musée des Armées, l'USHD, le musée de la Marine, musée de l'air et l'espace, musée de la Gendarmerie, il me semble, et je crois qu'il y avait une autre, mais je ne sais plus laquelle. Donc sur toute une journée, donc très très enrichissante, voilà, très 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 bien intégrée. Et donc, alors le constat que j'ai pu faire après ces 6 semaines, c'est qu'au musée de la Marine, la conservation préventive est divisée entre donc le domaine de la restauration, des chargés de collection et des régisseurs. Et donc c'est vrai que ça leur accapare beaucoup de temps qu'ils pourraient donner à former, notamment par exemple là c'était les vacataires, donc il fallait les former et très rapidement parce que le récolement décennal ça se termine cette année et il fallait qu'il soit rapide. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de dissocier ce métier qui est le technicien de conservation préventive pour les trois métiers qui sont la restauration, la régie et les chargés de collection. Et enfin, donc, comme c'est un musée en réseau notamment, et que les réserves sont à Duny, pour les musées dans les ports, c'est quand même plus compliqué parce que s'il y a un souci, c'est l'œuvre qui fait le mouvement, donc c'est l'œuvre qui va à Paris, sauf si l'œuvre ne peut vraiment pas être bougée, où là, c'est les restaurateurs qui vont sur place. Mais c'est vrai que s'il y a un souci et que c'est une urgence, il faut attendre que la personne se déplace. Et pour aller dans les ports, ça peut être long, surtout quand on va à Toulon ou à Brest. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je serai heureuse de répondre aux questions. Merci pour ce second retour de stage de fin d'études, tous les deux très
intense et enrichissant dans des situations très différentes. On va passer maintenant à l'actualité en conservation préventive avec Jocelyn Pereira-Merceau, qui est au département de la conservation préventive du C2RMF, et Sarah Puech, régisseuse au musée du Quai Branly, qui viendra faire un focus sur le projet de recherche Ça va cartonner après la présentation de l'actualité du département de la conservation préventive du C2RMF. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ici en ce jour. Nous voulions effectivement commencer avec Sarah, évoquer l'actualité au sein du département de la conservation préventive du C2RMF. Alors, on aurait dû faire cette intervention à 3 voix avec Maroussia Duranton qui s'excuse et qui ne pourra pas être présente. Du coup, on est amené à l'évoquer avec Sarah. Tout d'abord, en introduction, on voulait évoquer le principe de, certes, le département de la conservation préventive est amené à proposer des conseils auprès des musées de France. Toute demande de conseil doit passer effectivement par la plateforme OSCAR et du coup, qui nous permet effectivement d'avoir une bonne visibilité sur les demandes de conseil. Et parmi les autres missions aussi auxquelles on est amené à mener est celle de... Et celle également de proposer des nouvelles ressources en ligne et de les mettre en ligne, des nouvelles ressources qui puissent aider les différents musées. Et ces fameuses demandes qui transitent via OSCAR nous permettent aussi d'avoir une bonne visibilité des besoins au sein des musées. Donc l'objectif de cette première partie était donc d'évoquer les nouvelles références qui sont apparues depuis l'année dernière, depuis l'édition précédente. Donc si vous souhaitez bénéficier de ces différentes ressources, vous pouvez donc les retrouver sur notre site, à la rubrique ressources, fiches techniques. Et au sein des fiches techniques, vous pouvez avoir différentes ressources, qu'elles concernent l'environnement, qu'elles concernent les collections ou encore qui concernent les stratégies en conservation préventive. Donc, parmi ces différentes ressources qu'on a donc produites depuis l'année dernière, il y a la première ressource qui est celle du webinaire exploitation des données climatiques qu'on a donc pu monter, organiser et dispenser en octobre dernier, qui avait pu réunir en tout cas plus de 800 personnes inscrites, puisque par rapport justement aux besoins qui ont pu remonter à travers la base OSCAR, il se révèle que beaucoup d'établissements ont des difficultés à mener leur analyse des données climatiques, si bien que par rapport à toutes ces demandes-là, nous avons souhaité, au sein du département de la conservation préventive, d'organiser ce webinaire dont l'objectif était justement de permettre aux établissements, aux institutions patrimoniales de gagner en autonomie, de façon à ce qu'elles puissent elles-mêmes pouvoir mieux collecter, étudier et, in fine, établir leur analyse et diagnostic de leurs conditions environnementales, et cela à travers 4 thématiques qui étaient donc les capteurs, la première thématique était les consignes climatiques, comment les déterminer, la deuxième sur les capteurs, lesquels se doter, sur les traitements des données, et enfin la 4e thématique était sur l'analyse à proprement parler et le diagnostic. Et donc tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver sous 2 formes, à travers le dossier documentaire, donc téléchargeable en ligne, mais également l'intégralité des interventions qui ont lieu pendant ces deux journées de cours au travers de 8 vidéos. Et nous souhaitions remercier tous les intervenants qui avaient pu dispenser effectivement et présenter, faire des retours d'expérience à ce moment-là. Autre ressource qu'on a mis en ligne aussi depuis, c'est l'application, 2 nouveaux modules de l'application Climatrice, qui est une application qui permet d'aider à l'analyse automatisée des données climatiques et des conditions climatiques au sein d'un établissement. Donc à travers 2 nouveaux modules, un module qui s'appelle MT pour module de transcription, qui permet d'aider à nettoyer et à rendre exploitables les différentes données, donc de façon à pouvoir qu'elles puissent être versées au sein des autres modules de la Climatrice, parmi lesquels nouveau module qui est celui de MA/MAC, puisque MA c'est pour module qui permet d'analyser les altérations selon les conditions climatiques, et MAC c'est pour pouvoir faire la même chose, comparer les altérations au sein de différents espaces, et qui permet de générer un rapport automatisé qui permet, à travers des graphiques et des statistiques, de déterminer s'il y a un risque concernant les dégradations physico-chimiques, mécaniques, de corrosion ou encore dégradations biologiques par les contaminations fongiques. Donc on a parlé du climat, également de ressources concernant l'éclairage, puisque nous avons mis en ligne également une grille qui permet de déterminer et de pouvoir comparer, de choisir ces capteurs LED,
de choisir les plus adaptés. Et cela, pour construire cette fiche, on s'est basé sur 2 ressources qui sont la norme 7163 qui vient de paraître en 2024 et également le bulletin technique de l'ICC, le bulletin technique numéro 36, qui a permis de faire ce document qui se structure en 3 parties. Un premier onglet, puisqu'il s'agit là d'une base Excel, le premier onglet permet d'avoir une vision synthétique et une sorte d'état de l'art sur l'emploi des LED au sein des établissements, enfin, en soi des établissements patrimoniaux. Un deuxième onglet qui là est vraiment beaucoup plus à percevoir comme un outil, puisque dans ce deuxième onglet, vous pouvez intégrer les différents paramètres que vous pouvez retrouver dans vos fiches techniques de façon à pouvoir comparer différents systèmes d'éclairage LED entre eux. Si bien que le troisième onglet vous permet d'avoir un bilan comparatif jusqu'à au moins 5 types de LED, de façon à savoir quel est l'équipement le plus approprié à votre usage. Cela à travers 5 types d'indicateurs. Un indicateur concernant le produit inhérent au produit lui-même, un indicateur concernant des critères de conservation, le troisième indicateur concernant des critères de valorisation au bénéfice du public, des critères sur l'utilisation elle-même et bien évidemment le critère financier. Encore autre ressource, on a parlé de le climat, de la lumière, ressources sur les infestations cette fois, puisque là il s'agit d'une fiche, à proprement parler d'une fiche qui a été réalisée conjointement en partenariat avec le CICRP, on remercie ici chaleureusement nos collègues du CICRP, pour laquelle on a pu établir en cas d'infestation comment agir dans l'urgence et quelle sera la méthodologie à adopter. C'est pour ça que cette fiche-là se structure en 5 parties, dès le moment où on observe l'infestation jusqu'au moment où on va essayer d'éviter une réinfestation, puisque entre-temps, on aura contrôlé et exterminé l'ampleur de l'infestation. À cette fiche-là, en annexe également, injecter des éléments pour aider, pour comprendre le piège à employer, ainsi que des différents éléments concernant la terre de diatomée ou de sommière. Donc je répète effectivement, je remercie Fabien Forer et Claire Valajas pour cette collaboration et cette co-rédaction qui va peut-être être le fruit de futures fiches aussi. Et également, autre thématique encore concernant les collections, vous pouvez donc retrouver, il s'agit là des dossiers, tout à l'heure, Lise en a déjà l'évoqué, en tout cas une série de dossiers concernant la gestion des collections dangereuses. Et là, très clairement, ce sont les étudiants qui en sont les auteurs, puisqu'il s'agit là d'un travail pour lequel le département de la conservation préventive a pu diriger, encadrer, cela en partenariat avec l'Université Paris 1, Panthéon-la-Sorbonne, mais très clairement, les auteurs de ces documents, de ces ressources, de ces dossiers sont les étudiants de Master 2 de restauration de Paris 1 et les étudiants de Master 2 de conservation préventive de Paris 1. Cela s'est inscrit dans un cadre pédagogique, un projet pédagogique à la fin de l'année 2024, dont le but était justement de se poser la question sur la mise en place d'une chaîne opératoire pour la manipulation et le conditionnement de collections qui peuvent être dangereuses. En tout cas, même s'il y en a beaucoup plus de collections dangereuses, on en a repéré 6 principales, en tout cas dans le cadre de ce projet pédagogique, l'amiante, l'arsenic, les formaldéhydes, mercure, plomb et radioactivité. Donc ces différents travaux sont donc téléchargeables en ligne. Ce qui peut aussi donner l'idée, donc on va essayer, en tout cas, on espère pouvoir faire des restitutions orales et donc de pouvoir, de la même façon qu'aujourd'hui, avoir une restitution orale par les différents groupes, par les 6 groupes, qui puissent bénéficier d'une captation de façon à pouvoir valoriser ce travail estudiantin qui a été mené à la fin de l'année. Et c'est pour ça qu'ici, on en profite pour remercier Clotilde Proust qui a co-dirigé ce projet-là, ainsi que Bénédicte Massiot au C2RMF, qui est restauratrice patrimoine ethnographique, Nathalie Sia au C2RMF, qui est conseillère de prévention. Également, on voulait remercier toutes les personnes ressources qui ont pu aider les étudiants et bien évidemment tous les étudiants qui ont vraiment fait un travail remarquable dans le cadre de ce dossier. Généralement aussi, lors de ces interventions-là annuelles sur l'actualité du département de la conservation préventive, on a ainsi un moment qui souhaite évoquer les projets de recherche qui est chaque année présenté par Maroussia Duranton. Donc pour mémoire, l'année dernière, Maroussia avait pu présenter 4 projets, interaction silicagel, COV et ça va cartonner, puisqu'il s'agit là, projet ça va cartonner, d'un projet co-porté par André Chenu, le C2RMF et le musée du Quai Branly. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Sarah pour le Quai Branly. Merci beaucoup. Ça marche comment cette affaire? Tu appuies sur le bouton. Oui, alors je vais vous faire un petit update de là où on en est dans le projet Ça va cartonner.
Donc c'est un projet qui a débuté avec 4 institutions, le transporteur André Chenu, qui est le porteur du projet officiellement, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, le Centre de recherche et de conservation des musées de France et le Palais des Beaux-Arts de Lille. À ces partenaires que l'on va dire principaux, disons, nous avons des partenaires associés, 2 laboratoires, le CRC et le laboratoire de la BNF. Nous avons aussi plusieurs institutions, puisque nous avons l'ancienne ARCP, qui est maintenant le département de préservation du patrimoine photographique de la ville de Paris, D3P. Pardon, je mets comme ça. Et toutes les institutions qui sont rassemblées sous la tutelle de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. À cela, il me faut ajouter que c'est un projet qui est soutenu financièrement par la Banque des Territoires, qui agit pour le compte de l'État, parce que le projet a été lauréat du projet Alternative Verte France 2030. Alors ça va cartonner, c'est quoi ? Le but du projet, c'est d'évaluer les propriétés du carton pour le stockage et le transport des œuvres d'art 3D. Pour le moment, on dit carton. Je ne précise pas carton de conservation, carton commun standard. Pour le moment, je ne fais pas de différence. C'est un projet qui va s'établir sur 2 ans. On termine là la première année. Et qui bénéficie de 3 postes. Un ingénieur de recherche à temps plein, un chargé de conservation préventive à mi-temps et un coordinateur administratif également à mi-temps. Alors nous avons débuté ce projet en faisant, évidemment, comme beaucoup de projets, un état de l'art. Donc là, il s'est agi de comprendre avant tout comment est fabriqué le carton qu'on a tous entre les mains à un moment donné. Et donc, en fait, c'est une industrie extrêmement complexe et nébuleuse. Et donc, il a fallu du temps pour arriver à comprendre comment tout cela s'articulait. Et c'est notamment passé par la rencontre de nombreux cartonniers. Et puis, il nous fallait aussi comprendre quel était l'usage actuel du carton. Et là, on a rédigé un questionnaire, comme on le fait beaucoup dans ces projets, pour savoir ce qu'il en était. C'est également à ce moment que l'on établit le corpus d'études, c'est-à-dire tous les petits morceaux de carton que nous allons tester, disséquer, essayer, enfin bref, dans tout un tas de situations. Ensuite, nous sommes dans une deuxième phase actuellement, qui est la rédaction du cahier des charges, c'est-à-dire nos boîtes carton, on va leur faire subir quoi, à quel moment, dans quelle situation, des situations que l'on peut évidemment rencontrer sur le terrain. Aussi bien en stockage qu'en transport. Et puis, c'est le moment où sont déterminés tous les protocoles de laboratoire qui vont être utilisés par la suite. Donc, c'est toute une phase exploratoire. C'est cette phase-là qu'on est en train de terminer. La 3e phase du projet va s'étendre sur tout 2026 et va essentiellement s'agir de la réplication de ces protocoles de laboratoire que l'on a étudiés sur tout le panel, sur tout le corpus d'études que l'on a défini au début du projet. Et puis nous allons également faire des tests en conditions réelles. Pour ça, il nous faudra faire évidemment en premier lieu des prototypages. Et puis là, ça viendra plutôt en fin de parcours sur tous les, on va dire, toutes les typologies de carton que l'on a retenues. On va faire des mesures d'analyse de cycle de vie, puisqu'en fait, c'est aussi là le but de pouvoir comparer les emballages que l'on aura obtenus par rapport aux emballages plus traditionnels et voir ce qu'on peut y gagner de ce point de vue. Donc, comme on est en 2025 se termine, moi, ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu du questionnaire, parce qu'en fait, les résultats vont être publiés incessamment sous peu, quand nous aurons terminé l'analyse des réponses. Le questionnaire, il avait été diffusé entre avril et mai 2025, donc il y a peut-être des gens parmi vous qui y ont répondu. Si c'est le cas, on vous remercie. On a eu près de 400 réponses. Alors on était plutôt très satisfaits de ce chiffre, parce qu'en fait, ça nous a permis d'avoir des réponses qui nous semblent relativement représentatives du monde professionnel que nous avons interrogé. Alors, hop.
Je voudrais déjà vous faire un petit point sur qui sont les répondants, qui êtes-vous, les personnes qui ont répondu. Nous avons 150 régisseurs, régisseuses d'œuvres, c'est la profession la plus représentée. Suivent non loin les conservateurs restaurateurs avec 102 répondants, puis les conservateurs du patrimoine responsables de collection avec 70 répondants. Viennent ensuite les préventeurs, 16 répondants, les transporteurs, 7 répondants, les techniciens de préservation, 7 répondants, et les galeristes, 2 répondants. C'était un domaine qu'on a un petit peu eu plus de mal à toucher. Alors, on a fait des petits zooms dans ces questions. C'était selon ce que vous répondiez, vous avez accès à certaines questions et pas à d'autres, qui nous ont permis donc de spécifier des résultats pour certaines catégories de répondants. Pour les indépendants, donc, nous nous sommes intéressés pour qui travaillez-vous en fait. Donc essentiellement des institutions conservant des collections et des collectionneurs privés. Et puis quelles étaient vos spécialités? Alors ce sont surtout des spécialités beaux-arts qui ont répondu, art contemporain et art décoratif. C'était des données très importantes parce que en fait ça pouvait conditionner les réponses que vous alliez nous apporter par la suite sur le carton. Donc c'était des données essentielles à avoir. De la même façon, on s'est un petit peu penché sur les salariés en institution, de quel genre d'institution vous veniez. Alors, c'est essentiellement des institutions entre 6 et 20 personnes de moyenne taille ou de plus de 100 personnes. Et puis, ce sont surtout des institutions qui conservent des beaux-arts, également des collections archéologiques, et puis des livres et archives. C'est en fait les domaines les plus représentés. Il était à noter que 87% des répondants qui sont salariés donc, de ces institutions travaillent en institution publique. Pour chacune de ces catégories, évidemment, là, je vous fais une toute petite synthèse du genre de réponse qu'on a eu. On s'est aussi attaché à développer des thématiques spécifiques. Par exemple, pour les indépendants, sur le travail en atelier. Pour les institutions, on a posé toute une série de questions sur la pratique de l'aller-voir avant le transport, de l'aller-voir devant les œuvres. Et donc ça, ce sont des réponses que vous aurez lors de la publication des résultats. Nous vous avons demandé à tous les répondants un petit peu votre regard sur les conditionnements actuels utilisés auprès des œuvres et donc la manière dont vous les considériez. Il y a 76% de ces personnes qui nous ont répondu que les conditionnements leur semblaient adaptés. On a 11 personnes qui ont... 11%, excusez-moi, je vais y arriver. On a 11% de personnes qui nous ont répondu qu'elles les estimaient suremballées. Dans cette catégorie-là, suremballées, nous avons surtout des régisseurs d'œuvres qui ont signalé ce sentiment de suremballage. Et il y a 13% des répondants qui ont signalé considérer les œuvres plutôt sous-emballées. Et là, nous avons plutôt des conservateurs du patrimoine qui se sont prononcés sur cette réponse. Nous vous avons également demandé dans quel ordre classiez-vous différents critères pour choisir un conditionnement d'une œuvre. Et là, toutes les professions répondent de manière unanime. En premier lieu, l'état de conservation, la typologie de l'œuvre et en troisième point, la durée du transport. En fait, le critère d'éco-responsabilité d'un emballage, il vient en avant-dernière position, donc c'est vraiment pas un des aspects qui prime. Ça, c'est la question que l'on avait très, très envie de vous poser, c'est-à-dire, est-ce que vous utilisez déjà des boîtes en carton? Encore une fois, quand je parle de carton ici, je parle aussi bien de carton de conservation que de carton commun. La réponse est à 80%, oui, vous utilisez déjà évidemment du carton. C'est soit pour le stockage et le transport, soit pour le transport, soit pour le stockage. Mais globalement, il y a 80% des répondants qui utilisent déjà le carton. Vous noterez que ça fait quand même 20% qui n'en utilisent pas du tout. Nous y reviendrons. Une fois cette question posée, nous voulions savoir quel type de carton, justement, entre carton commun et carton de conservation, quel type vous utilisiez le plus et dans quel scénario. Donc là, on voit assez nettement que, et on s'en doute, c'est le carton de conservation qui est le plus utilisé dans des conditions de stockage. Malgré tout, on voit qu'il y a un petit peu de carton commun qui peut être utilisé parce que voilà, il y a des répondants qui disent utiliser les deux.
Le graphique s'inverse un petit peu en fait en transport, où on voit que le carton commun est beaucoup plus utilisé. Et également un carton commun et carton de conservation, puisqu'il y a des répondants là aussi qui déclarent utiliser les deux très régulièrement. Donc on a demandé, là maintenant on spécifie un petit peu plus aux utilisateurs du carton commun de nous donner deux avantages qu'ils voyaient à l'utilisation de ce matériau pour le conditionnement. Et donc là, sans trop de surprise non plus, c'est le coût qui arrive en premier. Évidemment, c'est un conditionnement qui est peu coûteux. Et puis, c'est un matériau pour les conditionnements qui est extrêmement accessible. Un achat de proximité qui est très facile, une récupération du don de carton, etc. Donc, c'est vraiment les deux avantages qui sont mis en avant. De la même façon, on a du coup souhaité savoir quels inconvénients rencontrez-vous à utiliser du carton commun. Et là, c'est surtout l'incompatibilité avec les matériaux des œuvres ou des objets, ou en tout cas une incompatibilité vécue ou supposée qui a été mise en avant, et puis une réutilisation très limitée des boîtes carton dans le temps. Nous nous sommes également intéressés aux interrogations que suscitait chez les répondants le matériau carton, carton commun. On a posé cette question à la fois aux utilisateurs du carton commun, mais aussi aux 20% des personnes qui n'utilisaient pas le carton commun. En fait, c'est une question qui était très importante pour le projet, de savoir vraiment les questions que les gens se posent sur le carton, puisqu'on veut s'attacher à précisément apporter des réponses à ces points-là. Et donc finalement, on voit que ça varie assez peu entre les utilisateurs et les non-utilisateurs. Les utilisateurs classent dans les trois questions les plus importantes, on va dire, des questionnements sur l'émanation de COV, le risque lié au contact, notamment le dégorgement, et les propriétés mécaniques du carton, tandis que les non-utilisateurs mettent en avant surtout des interrogations concernant les propriétés mécaniques du carton. Là, la propriété tampon du carton apparaît, ce qu'on retrouve un petit peu moins, on va dire, chez les utilisateurs. Et puis, les émanations de COV qui sont toujours une des préoccupations principales lorsqu'on utilise ce matériau. Donc, le projet Ça va cartonner, un de ses buts, ça va être d'apporter des réponses scientifiques à ces questions-là. On voulait savoir aussi si on était en mesure d'apporter des informations scientifiques qui soient de manière à répondre à ces interrogations. Est-ce que les gens qui n'utilisent pas du tout de carton seraient prêts à en utiliser, et si oui, dans quel contexte? Et en fait, on voit très nettement que oui, pour le transport, les professionnels pourraient se laisser convaincre. Par contre, ce sera un petit peu plus difficile pour le stockage, probablement des affaires de durée dans le temps, etc. etc. Ce n'est pas tout à fait évidemment les mêmes buts. Tout ça, en fait, c'est juste un petit teasing, parce que là, je ne vous ai rien présenté. La publication donc, des résultats devrait se faire d'ici la fin de l'année ou tout début 2026, on espère. Et donc, vous voyez là à l'écran les rubriques qui vont figurer dans cette publication de résultats. On aura notamment un point assez précis sur la manière dont le carton est utilisé aujourd'hui, carton de conservation comme carton commun, c'est-à-dire pour quelles œuvres, quel genre de poids d'œuvre, dans quel contexte, etc. etc. Et donc, je vous invite à rester à l'écoute de ces résultats si tout ça vous intéresse. Il se trouve que ce questionnaire, en fait, il a couvert, selon ce que vous répondiez, 400 questions. Alors, rassurez-vous, les répondants n'ont pas eu à répondre à 400 questions. Ça dépendait de si vous disiez « oui, je fais ci »,« non, je fais ça », etc. etc. Mais c'est du coup une base de données que l'on trouve assez riche, qui offre un point de vue assez clair sur les conditionnements aujourd'hui, les conditionnements d'œuvres et la manière dont tout ça est pratiqué. Et donc, la base de données, elle peut être interrogée de plein de manières différentes. Nous, dans la publication des résultats, on va le faire d'une certaine manière. Mais en fait, ça nous semble suffisamment riche pour que d'autres personnes puissent s'y pencher et tirer leurs propres conclusions de toutes ces informations.
Et donc, nous allons essayer de réfléchir dans le cadre du projet à donner accès aux données brutes du questionnaire, en anonymisant bien sûr tout ce qui doit être anonymisé. Mais voilà, pouvoir donner accès pour de futurs travaux d'étudiants ou voilà, des curiosités particulières sur des interrogations très spécifiques. Voilà, si le projet vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn en tapant ça va cartonner ou Artcarton 2030. Et puis, on tient à votre disposition une adresse mail, contact@artcarton2030.com, le QR code qui va avec. Voilà. Je crois que nous vous remercions. Merci pour cette présentation de l'actualité dense et riche que vous suivez. On a un petit temps d'échange avant la pause déjeuner. S'il y a des questions tant sur l'actualité C2RMF que sur la formation des techniciens, techniciennes de conservation préventive. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on fera tourner. Peut-être pour lancer, moi j'avais une petite question, alors je vais me lancer. C'est pour la formation des techniciens, techniciennes de conservation préventive. On voit que la formation est intense et de qualité et qu'il y a des débouchés. Et je constate que les deux formations sont en Île-de-France. Est-ce qu'il y a des initiatives ailleurs en France qui ont émergé ou comparables ? Non, a priori, pour le moment, non, parce qu'en plus, on est en danger. C'est-à-dire que tous les ans, on remet en cause le budget, aussi bien que ce soit nos gens qu'à Tolbiac. Donc, étant déjà nous-mêmes, on se batte. On s'est battu plusieurs années pour maintenir nos heures, parce qu'on estime que le maintien de nos heures permet de maintenir la qualité de la formation. Surtout que nous faisons appel à beaucoup d'intervenants, enfin en tout cas à Tolbiac, nous faisons appel à beaucoup d'intervenants extérieurs qui sont vraiment la richesse de cette formation. Donc on doit se battre tous les ans pour justifier de garder cette formation. Il y a une réforme des lycées pro qui tend à réduire en peau de chagrin toutes les formations et on n'est pas à l'abri de disparaître. Donc c'est pas du tout d'actualité à mon avis qu'il y ait une formation qui s'ouvre ailleurs qu'en Île-de-France, puisque déjà, doit se battre pour maintenir notre formation. Et c'est aussi grâce à vous, c'est aussi vos témoignages qui nous permettent de nous maintenir. Parce que, voilà, on peut pas tout faire toutes seules, toutes les deux. Il faut qu'on soit soutenus. Et on remercie d'ailleurs les institutions qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent pour continuer de vivre. Donc, franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, avec toutes les réformes qui sont en cours et toutes les réductions budgétaires, c'est pas près de... Enfin, je pense pas que ce soit près d'exister, quoi. Malheureusement, effectivement. Je pense qu'on est tous très nombreux à pouvoir témoigner de l'importance et de la complémentarité du travail avec les techniciens et techniciennes de conservation dans toutes nos institutions, quelles que soient les typologies de collection. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est pas une question, mais je vous remercie d'avoir fait la présentation de cette formation parce qu'en fin de compte, même nous, en master, on la connaît pas. Et peut-être j'espère qu'elle va continuer et que pour les prochains étudiants du master aussi, de peut-être faire des choses ensemble pour travailler en commun et savoir en fait ce que chacun fait, parce que ce serait hyper intéressant de travailler ensemble. Ça acquiesce du côté de Françoise et de Sylvie. Et de Nathalie, pardon. Oui, et c'est une remarque, enfin, pour rajouter sur ce sujet-là, quand on a créé l'association à Prévu, on était uniquement des préventeurs, donc c'était que des gens ou préventrices, si vous voulez le féminiser, issus du master en conservation préventive, et il y a eu cette demande de la part des gens qui étaient issus justement des mentions complémentaires, de voir s'ils pouvaient s'intégrer à l'association, et c'était très important d'ouvrir à ces profils-là, justement pour les intégrer et aider aussi éventuellement à pérenniser cette formation qui est quand même importante. Donc en fait, il faut savoir que à Prévu, ça s'appelle etc. parce que, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont conscience de ça, mais c'est à la fois les préventeurs et les gens qui sont issus des deux mentions complémentaires. Voilà. Etc. pour et technicien de conservation.
Voilà, c'est grâce aussi à ce genre d'événement. Moi, ça fait 3 fois qu'on présente le CSECP, c'est dur à dire. Mais voilà, c'est grâce à ça qu'on peut aussi justifier auprès de nos inspecteurs, auprès du rectorat, qu'il y a cette demande. Et quand je disais qu'on forme aussi nos élèves aux histoires d'appel d'offres, c'est que maintenant, on voit apparaître, et ça, c'est important pour nous, on voit apparaître dans les appels d'offres le terme de technicien de préservation. Donc ça permet aussi de justifier, merci Paola, de justifier le fait que il y a ce besoin-là. Alors bon, bien sûr, hein, le jour où il y aura trop de techniciens, il n'y aura plus de travail, le rectorat pourra nous dire, vous voyez, votre insertion professionnelle, elle est en train de baisser, donc pourquoi est-ce qu'on garderait ouvert une formation qui finalement ne donne plus de travail? Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On a une bonne insertion professionnelle, malgré le fait que les techniciennes commencent à être nombreux. Et on en a tous conscience, hein, que ça, au bout de presque une vingtaine d'années, oui, on met des gens sur le marché du travail et que ça doit se batailler pour trouver du travail. Mais bon an, mal an, je pense qu'ils ont quand même un petit peu tous de travail. Et la preuve, c'est que quand on a besoin de donner des noms de techniciens, de techniciennes, parce qu'on nous en demande, des fois on dit non, on n'a personne parce qu'ils sont occupés. Alors certes, ils sont occupés peut-être 15 jours par-ci, 3 mois par-là, c'est compliqué pour eux de s'engager. Et c'est tout ça, c'est cette complexité en fait, c'est qu'ils sont sur des chantiers, ils ne peuvent pas répondre à d'autres. Donc on continue de former et voilà. Merci beaucoup pour ces échanges. On va s'arrêter là et prendre notre pause méridienne. On va faire 1 heure de pause pour essayer de rattraper un petit peu notre retard. Donc pour la plupart d'entre vous, vous déjeunez avec nous. Donc ça se passe là où on a fait la pause. Oui.